Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission sur le guide de la voyance. Et ce soir, on va parler de ces légendaires crânes de cristal, enfin plutôt mon invité que moi. Mais voilà, c'était pour justement ces pouvoirs que l'on prétend aux crânes de cristal sont réels. Est-ce que c'est un mythe ou voilà, est-ce que c'est quelque chose de concret? À quoi ils servent? Comment ça marche? D'où ils viennent? Voilà. Si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas à nous les placer dans le chat. On sera un plaisir de vous y répondre avec Patrice. Je vous présente tout de suite justement mon invité, Patrice Marty, qui est auteur et chercheur de l'inexpliqué. Bonsoir Patrice. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Patrice, est-ce que dans les grandes lignes, rapidement, avant qu'on démarre, il serait possible que vous vous présentiez, voir un petit peu qui vous êtes, voilà votre parcours, etc. Que comme ça, nos auditeurs, enfin nos abonnés puissent aussi vous découvrir un petit peu avant qu'on démarre. Alors, j'ai une formation classique hôtelière avec une formation de sommelier également. J'ai longtemps travaillé en communication hôtelière. J'avais une agence de com qui était vraiment spécialisée là-dessus. Et depuis 2014 maintenant, j'organise des salons du bien-être bio et thérapie à travers la France, plutôt sur le Grand Sud, de Cannes jusqu'à Bordeaux, où j'ai 9 salons comme ça tous les ans autour des produits bio, du bien-être, des thérapies. Voilà, salon sur lequel on va vous accueillir, Nathalie, ce mois-ci à Biarritz. À Biarritz, tout à fait, tout à fait. Et justement, ce côté, cette relation à l'inexpliqué, c'est venu comment? C'est arrivé comme ça un jour? On se réveille le matin en étant à la quête de quelque chose? Ou comment ça vous est venu? Non, pas du tout. Ça m'est absolument pas venu. Je n'ai aucun mérite. Je suis arrivé comme ça, avec ce bagage-là, avec des savoirs, avec des mémoires aussi. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, même tout petit enfant, je savais comment j'étais mort dans ma dernière vie. Voilà, j'avais des choses comme ça. J'ai pas de mérite. Je suis arrivé comme ça, tout près. Voilà. Avec des ressentis. Ouais. Alors ce soir, on a prévu de parler justement des crânes de cristal qui sont un des points que vous avez beaucoup étudié parmi tant d'autres, puisqu'il y a beaucoup de mystères dans notre monde à étudier. Et du coup, comment est-ce que justement, j'ai compris que justement vous aviez déjà certaines perceptions, certaines connexions étant petit, en sachant justement voilà de comment vous étiez dans les vies passées, mais comment est-ce elle s'est développée petit à petit justement cette passion pour les mystères, pour tout ce qui est lié à l'inexplicable, j'ai envie de dire quoi finalement. Après, j'ai été aussi bercé, comme beaucoup, par les mystérieuses cités d'or, par Oui. le temps de grand pas, par voilà, des lectures aussi un petit peu différentes, avec plein de choses qui m'intéressaient. Et c'est sûr que quand j'étais gamin, je lisais plus des bouquins comme ça, ou travailler sur mes chakras, faire de la méditation, faire des voyages astro ou des choses comme ça, plutôt que de lire des magazines sur le foot. Donc voilà, après, voilà, j'étais comme ça à l'école, on m'appelait le sorcier, mais c'est plutôt un compliment.
Ouais, c'est vrai. Du coup, comme on va parler des crânes de cristal, la première question que j'aimerais vous poser, Patrice, c'est est-ce qu'on a une idée finalement d'où viennent ces crânes? Est-ce que justement on peut les percevoir comme des vestiges d'une ancienne civilisation, c'est ce qu'on dit souvent, ou est-ce que Ouais. c'est quelque chose de plus récent? Non, alors la légende maya qui existe nous parle de 13 crânes de cristal qui auraient été conservés longtemps en Atlantide. Et avant que l'Atlantide se casse la figure, ils auraient été ramenés dans une grotte. J'ai été dans cette grotte, on a fait des cérémonies là-bas. Et ces crânes venaient a priori de différents mondes. Il existait 12 mondes et chaque monde aurait mis un crâne, aurait fait un crâne en y mettant à l'intérieur toutes leurs connaissances. Et ces crânes qui auraient été amenés sur la planète Terre, la planète des enfants, conservés en Atlantide. Ensuite, les Mayas ont récupéré ces crânes. Il y en a eu un petit peu partout sur l'Amérique du Sud. On en a retrouvé beaucoup. Voilà. Moi, je travaille avec une grand-mère chamane qui s'appelle Donna Flor de Mayo. Et Flor de Mayo fait partie du conclave des 13 grand-mères chamanes guérisseuses dans le monde. Et elle me disait que pour elle, au Guatemala, les Mayas du Guatemala, elle me disait au Guatemala, on parle des 13 crânes de cristal, effectivement, mais on parle aussi des autres lignées. Il y avait 4 lignées de 13 crânes anciens, dont une lignée effectivement en cristal. Et c'est à travers ces crânes qu'on a pu retrouver un petit peu partout à travers la planète. Ça, c'est pour le côté historique et la légende maya. Et pour un côté plus scientifique et cartésien, on a des scientifiques aujourd'hui qui nous disent que les crânes de cristal ne peuvent dater que du début du 19e siècle parce qu'on a découvert les meules de diamant qui permettent de sculpter le cristal au 19e siècle. Donc, ils disent qu'avant, il ne peut pas y avoir de crâne de cristal. Sauf que il y a pléthore d'objets dans les musées qui datent bien avant le 19e siècle, qui sont sculptés avec une précision incroyable. On appelle ça du polymiroir à travers le monde et on a retrouvé plein d'objets comme ça en cristal qui ont été sculptés vraiment avant le 19e siècle, avant l'apparition de ces meules de diamant. Donc oui, les peuples anciens savaient sculpter, polir et façonner le cristal bien avant le 19e siècle. À partir de là, on a retrouvé plein de crânes et c'est vrai que ça pose problème parce que les scientifiques n'arrivent pas à le comprendre, savoir pourquoi, comment ça fonctionne, mais ils sont là. Et justement, aujourd'hui, on les retrouve parmi nous, enfin certains, on va les retrouver, pas tous. Quel était finalement l'objectif principal est-ce qu'on peut avoir une idée de quelle était la vocation initiale de ces crânes? La légende nous dit que les 13 crânes de cristal, cette lignée-là, devait se réunir en 2012 et qu'ils avaient un message à délivrer à l'humanité. On a que ça comme information. La légende n'en dit pas plus, n'en dit pas moins. Alors, bien évidemment, tous les médias un peu catastrophiques voulaient reprendre l'info comme quoi c'était la fin du monde, des choses comme ça en 2012, et en y mettant aussi le message des crânes de cristal qui n'avait rien à voir. Mais voilà, on n'en sait pas plus. J'ai vraiment l'impression que les crânes de cristal, c'est comme des ordinateurs dont on ne sait pas se servir encore. Le cristal de roche, la silice, c'est la mémoire vive de nos ordinateurs aujourd'hui. Donc, on sait que le cristal de roche peut emmagasiner l'information et la restituer. Juste, on ne sait pas lire l'information qu'il y a peut-être à l'intérieur de ces crânes. Moi, je suis persuadé que si demain je donne mon ordinateur portable à un autochtone dans la jungle qui n'a jamais vu la civilisation, il ne va pas savoir quoi en faire. Peut-être il va réussir à appuyer sur un bouton, ça va s'allumer, mais il n'aura pas le mot de passe, il n'aura pas les codes, il ne saura pas aller dans les fichiers, récupérer les informations. J'ai l'impression qu'avec les crânes de cristal, on en est encore là. On sait que ça absorbe de l'information, on sait que ça retransmet de l'information. On a quelques bribes. Aujourd'hui, il y a l'Institut Séraphin en Allemagne qui a réussi à photographier l'énergie des crânes de cristal. Ils n'arrivent pas encore à l'interpréter. Ils n'en savent rien. Ouais. Mais justement, par rapport à cette légende, vous disiez que normalement, ils auraient dû être réunis en 2012 pour nous transmettre un message. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que ces 13 crânes de cristal légendaires, on les connaît, on les a retrouvés, les 13? Alors, moi, sur les 13, j'en connais 9. Je pense que certains doivent être dans des collections privées que je ne connais pas et que je ne connaîtrai peut-être jamais.
Mais l'ancien du Guatemala, avec qui j'étais en contact, m'avait expliqué que les 13 crânes en 2012 ont bien été réunis et qu'il y a eu un message qui a été effectivement transmis à l'humanité à travers ce conclave d'anciens et tous ces porteurs de crânes. Est-ce qu'il a été transmis au grand public? Ils ont essayé de le transmettre, mais ça n'intéresse personne. C'est pas catastrophique, c'est pas vendeur. Donc, ça parle de paix, ça parle d'amour, ça parle de respect, ça parle de valeurs que les médias n'ont pas forcément. Vous avez pu voir ou entendre ce message? Alors, il m'avait été rapporté par cet ancien, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une clause de confidentialité où on peut avoir une essence d'idée de ce qu'il transmet? Non, il n'y a pas de clause de confidentialité, sauf que là-bas, tout se fait beaucoup à l'oral. Il y a pas de, ils n'enregistrent pas, ils ne filment pas. C'est la transmission orale, malheureusement. Même moi, quand j'y vais, là, je retourne au Mexique au mois d'avril. Tout se fait, la transmission, elle se fait oralement. Il n'y a pas de livre qui enseigne ça, en fait. Les cérémonies se font et une fois qu'elles sont faites, c'est dans le moment présent. Il n'y a pas vocation à être enregistré. Et voilà, donc l'ancien après transmet le message. S'il n'est pas écouté, malheureusement. Vous y étiez à ce moment-là? Non, je n'y étais pas. J'aurais bien aimé y être. Non, je n'y étais pas, non. Ouais. Ça aurait été bien d'avoir pu assister à quelque chose comme ça. Parce que je me demandais justement, dans cette cérémonie, quand les 13 crânes ont été réunis, justement, comment est-ce que ça s'est passé pour qu'on ait ce message-là? C'est-à-dire, ils sont peut-être rentrés en vibration, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, finalement. On ne sait pas s'en servir. Aucune idée, j'y étais pas, donc je peux pas vous dire. Ouais. Et du coup, on prétend que tous ces crânes que l'on a autour de nous, ils ont une sorte de pouvoir un peu surnaturel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on leur attribue vraiment une puissance, quelque chose qui peut être représenté, cette notion de surnaturel qu'on a souvent envie de mettre en avant, un peu rêveur? Qu'est-ce qui nous apporte finalement ces crânes? Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont persuadées que des crânes ont des pouvoirs comme ça surnaturels. Alors, il y a des personnes qui sont persuadées qu'ils peuvent aider à la guérison. J'ai été témoin de plusieurs choses, donc c'est vrai que c'est bizarre, c'est particulier, mais il se passe des choses. C'est vrai que l'information, quand on a un crâne ancien avec un crâne contemporain, idem, il se passe des choses sur le crâne plutôt récent. Il va comme éclater ou se faire de la place à l'intérieur de lui pour pouvoir emmagasiner de l'information. Il y a des personnes sur des méditations qui ont vraiment des messages très importants. Voilà, chacun, je pense, peut capter l'énergie que peut avoir un crâne en fonction aussi de son évolution, de son chemin, de ses attentes. Mais je ne pense pas qu'il y ait une règle sur les crânes de cristal. Je pense que pour travailler avec les crânes, ce qui fonctionne le mieux, c'est de couper le mental et d'ouvrir le chakra cœur. C'est le travail d'une vie, hein, ça se fait, c'est facile à dire, mais c'est le travail d'une vie. Mais voilà, et c'est comme ça qu'on peut travailler ça. Moi, j'ai la chance, j'ai l'impression d'avoir toujours cette âme d'enfant qui est très présente, et c'est grâce par ce biais-là peut-être que j'arrive à rentrer en contact avec les crânes. Mais je sais pas pourquoi, comment. Enfin, si maintenant je sais pourquoi, parce que j'ai eu plusieurs vies dans le passé où j'ai été en contact avec les crânes. Et dans cette vie, voilà, de nouveau, je suis encore en contact avec eux. Je répare beaucoup de choses dans cette vie vis-à-vis des crânes, parce que j'ai fait aussi des choses pas terribles avec les crânes dans le passé. Ouais. Et justement, on parle de ces crânes, de ces anciens crânes, de ces fameux 13 anciens crânes, et des crânes plus contemporains. Comment est-ce qu'on fait la différence, justement, de savoir que c'est un des 13 crânes qui fait partie de cette lignée, et un crâne que je peux acheter maintenant, aujourd'hui, sur un salon, par exemple, ou voilà. Ouais. Comment on fait la différence? Parce que voilà, quand on s'y connaît pas, ils se ressemblent tous, j'ai envie de dire. Quand on s'y connaît pas, on peut se faire avoir, mais c'est comme quand on achète une voiture. Hein, oui, tout à fait. Il faut aussi se faire avoir, donc c'est pas propre pour des crânes. Mais voilà, il faut être vigilant. Je pense que c'est
Alors après, que ce soit un ancien ou un contemporain, on s'en fout un peu. Le crâne, c'est quand on a un appel avec un crâne, on ne peut pas faire autrement que de repartir avec. Donc voilà, c'est comme ça. C'est surtout enfin, voilà, et souvent, je dis que c'est les crânes qui nous choisissent et pas l'inverse. Et moi, je ne me suis jamais levé le matin en disant, tiens, je vais aller acheter un crâne. Et ils sont toujours venus à moi, les crânes. Ça s'est toujours fait très naturellement. Et c'était plutôt très agréable. Et du coup, les crânes plus contemporains, en fin de compte, ce sont des personnes qui vont chercher justement des cristaux particuliers et qui vont les sculpter eux-mêmes, c'est ça finalement? Oui, il y a pas mal de pays aujourd'hui qui sont mis à fabriquer des crânes. On a la Chine, bien évidemment. Aux États-Unis, ils en font. On en a qui viennent d'Inde, du Brésil, beaucoup. Hein. L'Inde, ça fait quelques temps qu'ils s'y sont mis. Madagascar aussi, ils ont de beaux crânes aussi qui sont vraiment très, très jolis en termes et de qualité de taille et au niveau de la pierre. Et voilà, donc il y a différentes productions comme ça qui sont faites. Et c'est vrai que depuis les années, depuis 2015 à peu près, en France, hein, du moins, les crânes ont pris beaucoup d'ampleur, hein, parce que j'ai organisé pendant quelques années le festival des crânes de cristal en France, où je faisais venir justement des crânes anciens pour pouvoir, sur 3 jours, proposer un rendez-vous comme ça avec leurs gardiens et ces crânes anciens. Et j'ai pu faire venir plusieurs fois des crânes comme ça en France. Et depuis 2015, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la communication autour des crânes de cristal. Je vais passer des articles dans la presse, enfin, beaucoup de choses. J'ai un site aujourd'hui qui s'appelle Mon crâne de cristal qui tourne avec plein d'informations que vous pouvez aller retrouver dessus. Et c'est vrai que avant ça, les crânes en France, on en parlait très peu ou quasiment pas d'ailleurs. Moi, quand j'ai fait le premier festival des crânes de cristal, tout le monde m'a dit bah, ça, il était fou, ça marchera jamais, ton histoire là de crâne. Et c'était plein de monde, et ça a super bien marché, et les gens étaient enchantés de pouvoir se reconnecter justement à cette énergie qui est très particulière, et qui est aussi une énergie d'amour, de paix, et voilà, enfin, pour moi, c'est important de diffuser cette information et l'énergie de ces crânes de cristal. Je sais d'ailleurs que vous avez une belle collection de crânes de cristal vous-même. Vous en avez combien comme ça dans les Alors, étagères? je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais je dois en avoir ouais, une bonne douzaine. Ouais. 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 Comment est-ce qu'on choisit justement son crâne de cristal? Donc vous avez dit c'est plutôt nous qui nous Et comme je te choisit, disais mais tout à l'heure, c'est eux qui nous choisissent, c'est pas toi qui choisis. ouais. Voilà, voilà encore une fois, moi, ça s'est toujours fait. C'est toujours les crânes qui sont venus à moi. J'ai jamais cherché à acheter un crâne ou quand une fois j'étais en Angleterre et il y avait une druidesse qui avait un magnifique crâne qui était vraiment très très beau. Et quand je l'ai pris dans les mains, tout de suite j'ai vu l'Égypte, beaucoup de sable, l'Afrique, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et c'était très émouvant. Je me suis mis à pleurer. Et donc j'ai dit à cette dame, si un jour vraiment vous voulez vous séparer de ce crâne, dites-le moi, ça peut m'intéresser. Et elle me dit non, jamais de la vie, Patrice, parce qu'on fait beaucoup de cérémonies ici en Angleterre avec ce crâne autour du druidisme, justement. Et elle me dit on fait des cérémonies aussi avec l'énergie des abeilles. Il y a des cérémonies pour les abeilles là-bas en Angleterre, et qui est le symbole de Marie-Madeleine, hein, les abeilles. Et elle me dit on travaille beaucoup avec le féminin sacré, on fait vraiment plein de choses avec ce crâne. Donc elle me dit je ne m'en séparerai jamais. Elle-même était thérapeute, aussi druidesse, et elle travaillait beaucoup là-bas avec ce crâne. Le chanteur Robin Williams qui travaillait beaucoup avec ce crâne aussi, parce qu'il est très branché, lui. Et ça, c'était au mois de juillet, au mois d'août, je ne sais plus trop. Et au mois de décembre, elle m'appelle et elle me dit Patrice, le crâne veut venir en France. Elle me dit je ne connais que 2 personnes en France, c'est toi et un couple de personnes qui vivent à Rennes-le-Château. Et elle me propose un prix, je ne sais plus du prix, mais ça avoisinait les 10 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et je lui dis, écoute, il n'est pas pour moi parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas 10 000 euros aujourd'hui pour pouvoir acheter un crâne. Et elle me dit, parce que les personnes à Rennes-le-Château, ils ont les moyens. Je lui dis, écoute, parfait, c'est que c'est pour eux. Et voilà, on raccroche comme ça.
quelques jours après ou semaines, je ne sais plus, elle me rappelle en me disant, Patrice, non, le crâne, c'est avec toi qui veut être. Je lui dis, oui, mais moi, les 10 000 euros, je ne les ai pas. Donc, ça n'a pas changé en une semaine. Et elle m'a dit, écoute, c'est pas grave, le prix, c'est toi qui le fais en fonction de tes moyens et je l'accepterai. Et voilà. Et ce crâne, il est arrivé chez moi. Il s'appelle Oumama. Vous pouvez le retrouver sur le site. Et c'est un crâne qui est très connecté avec Marie-Madeleine. On pense que c'est le crâne rouge de Marie-Madeleine. Et voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui se passent et qui ne sont pas explicables, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, quand les crânes ont envie d'aller quelque part ou de faire quelque chose, ils vont tout mettre en œuvre pour que ça se fasse. Et voilà, c'est juste la magie des crânes. J'ai pléthore d'aventures avec ces crânes de cristal. Parce que je parcours le monde, moi, avec... pour plein de sujets différents et j'ai toujours mon crâne avec moi qui s'appelle Sirius, qui lui-même est un crâne contemporain qui a été en contact avec énormément de crânes anciens, qui a récupéré beaucoup d'informations, qui a fait énormément de cérémonies. Je l'amène partout, surtout les sites sacrés à peu près partout sur la planète et voilà, donc je voyage beaucoup avec lui et voilà, quand on voyage comme ça avec un crâne en cristal, je me suis aperçu aussi qu'il fonctionnait beaucoup comme une clé au sens propre, comme au sens figuré. Et voilà, et c'est juste des moments magiques à vivre. La vie nous apporte de la magie constamment et les crânes, j'ai l'impression, accentuent encore plus cette magie et la mettent encore plus en lumière, j'ai l'impression. Alors, j'ai cru comprendre, alors on les appelle crânes de cristal, mais j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas forcément en cristal. On peut en avoir en minéraux, en jaspe, en lapis lazuli, etc. Est-ce que ça a une incidence finalement? Alors, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, la chamane du Guatemala me disait qu'il y avait 4 lignées, on parle des crânes anciens, qu'il y avait 4 lignées, dont une lignée qui était en cristal de 13. Et il y avait 3 autres lignées qui étaient avec d'autres pierres et d'autres matériaux. Pas forcément du cristal de roche, pas de la silice, mais souvent du quartz quand même. Mais sur d'autres pierres. Et donc ça explique aussi pourquoi on a retrouvé des crânes anciens qui ne sont pas forcément qu'en cristal. On en a retrouvé en jade, comme tu disais, on en a retrouvé en quartz rose, on en a retrouvé en quartz fumé, on en a retrouvé avec plein de pierres différentes. Et pourtant, c'est des crânes anciens. Et donc, ce n'est pas uniquement que des crânes de cristal. Après, oui, la matière, la pierre, va apporter une énergie différente au crâne, forcément. Moi, je sais que les crânes en cristal que j'ai n'ont pas la même énergie que celui d'Afrique dont je vous ai parlé, de Oumama, ou d'autres que j'ai dans d'autres pierres. Mais donc, il y a l'énergie et de la pierre, et aussi de la personne, je pense, qui va interférer. Donc voilà, c'est pour ça que ça travaille en fait dans tous les sens, c'est plusieurs couches, c'est pas uniquement qu'une seule chose. Et voilà, tout ça s'entremêle et ça donne des belles énergies. Et je pense qu'on est aussi attiré par tel ou tel crâne en fonction de l'état dans lequel on peut être aussi personnellement. Si on a besoin d'amour, de douceur, peut-être qu'on va plus s'attirer vers du quartz rose que sur du cristal de roche ou peut-être sur de l'améthyste ou des choses comme ça, tu vois. Donc ça, c'est aussi intéressant quand moi j'ai tous mes crânes et qu'il y a une personne qui me dit bah, tiens, je suis plus attiré par celle-là ou par celle-là. Rien qu'avec le choix de la pierre, déjà, ça donne une idée, tu vois, de l'état d'être de la personne. Ça, c'est intéressant aussi. Après, il y a une chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que c'est le poids d'un crâne. En fait, il peut aller de 1 ou 2 kilos à beaucoup plus, quoi. J'ai vu du 15, 20 kilos, même parfois beaucoup plus encore, sur certains crânes. Moi, j'ai des petits crânes qui sont, j'en ai là sur le bureau. Hop, je vais en prendre un qui m'avait été transmis par un monsieur qui est un des spécialistes des crânes de cristal aux États-Unis, qui est décédé maintenant. Voilà, c'est un petit crâne, ça c'est tout petit, tu vois. Donc voilà, ça c'est pas très gros. Et à côté de ça, j'en ai un qui est Sirius, dont je te parlais tout à l'heure, qui est de taille humaine, une tête humaine. Il fait plus de 8 kilos. Ça reste encore transportable, donc ça va. Après, les poids dont tu me parles de 15, 20, 30, tu ne peux plus les transporter, c'est pas possible. Oui, justement, ouais. C'est compliqué, ouais. Donc, moi, le mien, 8, 10 kilos ou jusqu'à 10 kilos, tu peux encore les transporter. Après, c'est très compliqué, ouais.
Ouais. Et est-ce que si je compare, tu m'excuseras, hein, je suis néophyte dans le sujet des crânes de cristal, mais est-ce que si je compare ça à un pendule, par exemple, est-ce que le crâne de cristal, comme il enregistre les mémoires, on a besoin de temps en temps de le purifier, de quelque chose pour le nettoyer, ou est-ce qu'au contraire, il faut le laisser s'imprégner de beaucoup de choses? Tout dépend de ce que tu veux faire du crâne. Si c'est un crâne comme le mien, comme Sirius, qui est un crâne un peu bibliothèque, si tu veux, qui emmagasine beaucoup d'informations, il a vu tellement de choses, il était sur tellement d'endroits, il était en contact avec tellement de crânes anciens. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui le pollue. Il s'auto-nettoie assez facilement. Il nettoie les autres crânes ou êtres humains qui sont devant lui. Enfin voilà, il n'a pas trop de soucis avec ça. Maintenant, si tu as un crâne, un thérapeute par exemple, qui veut se travailler avec l'énergie des crânes de cristal, va devoir effectivement nettoyer son crâne régulièrement parce qu'il fait un travail de soin avec, il va absorber des choses pas forcément très lumineuse, et il va avoir besoin de nettoyer ce crâne. Donc là, à ce moment-là, oui, il va falloir le nettoyer. Le nettoyer, ça peut passer par de l'eau de source. Souvent, c'est l'eau pour le quartz. Ça peut passer par l'eau de mer. Vous savez, c'est comme avec le cristal de roche, c'est comme si on faisait reset sur un ordinateur. Ça efface tout, que ce soit positif ou négatif, ça efface tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi, quand si Sirius a besoin de nettoyer, c'est plutôt sur de l'eau de source, pas de l'eau de salée. Mais c'est rare quand il me demande d'aller sur de l'eau, c'est vraiment très rare. Voilà, donc après, tout dépend de ce qu'on en fait, comment on travaille avec, ce qu'on veut en faire. Et voilà, si c'est juste pour le laisser sur une étagère à prendre de la poussière, autant acheter un bibelot ou une lampe plutôt que un crâne, quoi. Un crâne de cristal, ouais. Ouais. Alors, je suis assez curieuse par rapport aux personnes qui nous regardent ce soir. Dites-nous un petit peu dans les commentaires si vous avez vous-même déjà un crâne de cristal ou si vous êtes justement aussi attiré par le fait d'en avoir un chez vous, et puis voilà, voir un petit peu si vous aviez déjà rencontré sur votre chemin un crâne de cristal. Je sais que tu es aussi l'auteur d'un oracle en lien avec les crânes de cristal, qui s'appelle Oui. justement l'oracle des crânes de cristal, que voici, que voilà. Ouais. Qui est un jeu justement avec 52 cartes que je vais vous montrer un petit peu, qui Ouais, sont 52 essentiellement cartes. justement à chaque fois des photos de crânes différents. Et ce qui est marrant, c'est que chaque crâne a un petit nom à chaque fois, Oui, finalement, quand on les oui, voit. Tu peux nous c'est ça. expliquer comment il est venu au monde, cet oracle? Alors, 52, parce que ça reprend justement les 4 lignées de 13 crânes. 52 fois 13 fois 5, 4 fois 13, ça fait 52 cartes. 52 crânes, pardon. Et donc, 52 cartes, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait 52 cartes dans cet oracle. Parce que c'est aussi un chiffre sacré pour les Mayas. C'est aussi un chiffre sacré pour nous, 52 semaines dans notre calendrier. Voilà, donc c'était important qu'il y ait 52 cartes. Et c'est des cartes avec des crânes, essentiellement des crânes anciens. Il y a quelques crânes contemporains également sur l'oracle. C'est essentiellement des crânes anciens. Et voilà, c'est chaque gardien qui m'a transmis une photo de son crâne et l'histoire du crâne et un message aussi spirituel du crâne. Il y a quelques méditations proposées aussi dans le petit livret qui est vendu avec. Et on a créé depuis le mois de décembre dernier un nouveau livret qui est téléchargeable gratuitement sur le site moncrânedecristal.com où il y a des tirages plus thérapeutiques et 5 tirages supplémentaires. Et ça nous a été demandé quand l'oracle a été édité aux États-Unis. Et donc, il y a une version américaine maintenant, enfin anglaise maintenant qui existe. Et donc, c'était pour alimenter cette version anglaise que ces 8 tirages plus thérapeutiques ont été mis en place, où on peut vraiment faire un travail énergétique avec l'oracle. Parce qu'on s'est aperçu que l'oracle, chaque carte avait bien l'énergie de chaque crâne. Et on s'est aperçu aussi que l'oracle avait aussi une énergie qui lui était propre en réunissant l'énergie de tous ces crânes. Donc c'était un peu spécial. Et c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est des personnes en s'en servant qui m'ont fait ce retour-là. On a essayé de comprendre pourquoi, comment ça fonctionnait. Et vraiment, il y a une énergie assez particulière. Voilà, je suis toujours impressionné, moi, par les retours que j'ai des personnes qui travaillent avec l'oracle. Voilà, c'est juste des moments un peu Alors, magiques. il y en a certains dans l'oracle qui sont un peu particuliers parce qu'on voit même plus parfois que ce sont des crânes comme Oui, celui-là. c'est vrai. Ça, c'est un crâne qui vient du Pérou.
Alors, c'est peut-être la photo aussi qui fait ça, mais on voit bien les dents quand même, le nez, les yeux et la partie supérieure. Mais c'est vrai que ça, le cristal au Pérou est un cristal très laiteux comparé au cristal du Brésil qui est très transparent, qui peut être très très clair. Là, on a un cristal un peu plus laiteux, plus blanc. C'est d'ailleurs le cristal qu'on retrouve au Machu Picchu également. Ouais. D'ailleurs, qui s'appelle Pachapuma Huaca, si je prononce bien celui-ci. C'est ça. Et il y en a d'autres comme celui-là, par exemple, aussi, qui est plus plat, qui n'est Alors, pas en cristal, celui-là. Ouais. Non, c'est une pierre particulière. Ouais, c'est un crâne assez particulier qui est un crâne qui vient du Mexique. C'est un crâne qui a été trouvé sur la région de Oruelos. Oruelos, c'est un petit village au Mexique qui est au nord de Mexico. Et je suis le gardien de ce crâne que tu viens de montrer d'Oruelos. Et Oruelos, ça a été longtemps une région visitée par ce qu'ils appellent les frères des étoiles. Et voilà, et ce crâne est assez particulier. Il y a plus de 35 000 artefacts qui ont été retrouvés à Oruelos. Alors, c'est bien parce que c'est toi, Nathalie. Je vais vous montrer un petit truc. Je vais prendre Oruelos. Je vais vous demander 2 secondes. Je vais prendre Oruelos et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière Oruelos, que vous ne voyez pas sur la photo. Ça marche. Alors du coup, j'en profitais pour vous montrer encore cet oracle, justement. Hein, le voici, l'oracle des crânes de cristal par Patrice Marty, donc aux éditions Exergue. Et donc voilà, il y a beaucoup de crânes différents, vous voyez, comme encore une fois. Et donc ce sont de très belles cartes, hein, vous voyez, carrées, assez sympa à manipuler dans la main, donc avec une tranche dorée c'est vraiment agréable à toucher. Et derrière un dos de cartes magnifique avec ses constellations, ses étoiles, comme si quelque part on voulait faire le lien avec ces crânes de cristal qui viendraient quelque part d'un monde perdu dans ces étoiles. Et oui, en effet, il y a un petit livret aussi qui accompagne cet oracle, ou dans lequel justement, bien au début du livret, Patrice nous livre justement une petite introduction sur comment ce que sont justement les oracles, comment est-ce qu'ils ont été découverts et comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment est-ce qu'on va travailler avec ces oracles. Le voyez ici d'ailleurs, on est en pleine séance de travail. Et puis par la suite, bien sûr, vous avez, comme à chaque fois, pour chaque crâne, une page justement qui décrit le nom du crâne, quand est-ce qu'il a été découvert, le poids. Donc vous voyez, je vous disais parfois jusqu'à 4,9 kg. Un petit texte, et puis comme Patrice disait tout à l'heure, une petite phrase un peu spirituelle pour essayer de se connecter au crâne, etc. Donc voilà, pour chaque carte, justement, chacune des 52 cartes, on a un petit message comme ça dans le livret. Donc Patrice est de retour. On t'écoute. Donc ça, c'est le crâne que vous avez vu donc, sur la carte. C'est vrai qu'il est très plat comme ça, en fait. Hein. Et voilà, il est comme ça. Et ce que je voulais vous montrer, qu'on ne voit pas sur la carte très très bien. Donc il y a déjà cette espèce de comme le calendrier maya ou aztèque ici. Ouais, tout à fait. On voit, et surtout au dos, il y a cet objet très particulier qu'on peut voir ici. Et en fait, c'est comme une soucoupe volante, en fait. On dirait une soucoupe volante, ouais, c'est ce que j'allais dire. Absolument. Comme un vaisseau. Et sur le recto, on peut voir des personnages ici qui ne font absolument pas humains, hein, avec une grosse tête, des gros yeux. Complètement. Et ces personnages-là qu'on retrouve un peu partout sur le crâne ici. Voilà, il est très particulier. Il y a plein de glyphes aussi, comme une écriture qui n'a jamais été traduite encore pour le moment. Et voilà, avec ici une étoile, encore un personnage avec le crâne, avec des gros yeux, avec un casque. Et celui-là, il était comme ça quand il est venu à toi? Ouais, il était comme ça. Déjà gravé? D'accord. Et tout gravé. Et donc celui-là, il vient de cette région du Mexique, de Oruelos, où ils ont retrouvé 35 000 artefacts, où il y a beaucoup de représentations comme ça d'objets volants, de personnages exogènes et assez particuliers. Et c'est voilà, j'ai été faire des conférences là-bas. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir amener quelques pièces comme ça de là-bas. Et
ça me tenait à cœur de pouvoir aussi le montrer dans cet oracle, pour faire circuler, encore une fois, l'idée c'est ça, c'est vraiment de faire circuler le plus possible cette énergie des crânes de cristal. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravi qu'il ait pu être traduit en anglais, et aujourd'hui il existe. Voilà, ça c'est l'édition américaine qui existe. Et voilà, je suis vraiment ravi de ça, parce que ça ouvre encore plus sur le monde cette énergie des crânes de cristal à travers cet oracle. Et voilà, je suis ravi. J'ai des retours de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Enfin, c'est juste un truc de dingue. Je n'imaginais pas ça, quoi. Voilà. Oui, exact. C'est souvent comme ça, hein, quand on pense pas finalement avoir un avenir avec quelque chose et que voilà, on est en connexion avec ce jeu, avec les crânes ou quelque chose, que finalement ça fonctionne bien. On a une petite remarque de Catherine qui dit: oui, je suis attirée par les crânes, mais je voudrais un original. Mais ils sont tous originaux. Il y a pas, on n'a jamais fait de copie d'un crâne existant. Il n'y a aucune raison et aucune. C'est pas possible, puisque chaque quartz, chaque pierre est unique. Donc, il n'y a pas un crâne, un vrai ou un faux. Ils sont tous vrais, les crânes. Après, c'est uniquement l'information qui est contenue à l'intérieur du crâne. Plus vous allez travailler avec votre crâne, plus il sera chargé d'informations, des endroits où vous allez aller, des cérémonies que vous allez pouvoir faire, d'autres crânes qu'il va pouvoir rencontrer. Donc, c'est ça qui fait la richesse de tout ça. Après, Sirius, c'est vrai qu'il travaille beaucoup sur les sites sacrés. Je voyage énormément. Il a été connecté aux baleines, aux dauphins, enfin, vraiment des choses importantes. Et sur beaucoup de lieux, on a fait beaucoup de cérémonies. Il a rencontré beaucoup de crânes anciens. Donc, voilà, donc c'est encore une fois, c'est ce que vous allez en faire aussi qui va l'enrichir de tout ça, de toute cette connaissance-là. Et donc, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Ils sont tous vrais. Le cristal, il ne pousse pas en forme de crâne. Oui, c'est sûr. Je regarde d'autres commentaires. Là, je vois aussi Dardor, si je ne me trompe pas, pardon, hop, je vais l'afficher, le voici, qui nous dit: je suis attirée, mais je ne sais pas comment ça s'utilise. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes, justement, Patrice, de comment est-ce qu'on utilise un crâne? Je sais qu'il doit y avoir beaucoup de manières, mais... Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le plus facile, enfin, pour moi, la chose la plus évidente, la plus simple, mais encore une fois, la plus compliquée à faire, c'est de couper le mental, d'ouvrir le chakra cœur, parce que tout doit passer par le cœur et pas du tout par la tête. Si ça passe par le mental, c'est mort, vous n'arriverez jamais à travailler avec les crânes. Mais il faut vraiment travailler avec le cœur. Et ça, c'est vraiment important. Et après, on peut faire plein de choses. On peut faire alors, je ne vais pas employer le mot soin, mais moi, je sais que, par exemple, Sirius, il travaille beaucoup sur les chakras et il réaligne vraiment très, très bien les chakras. Et les gens, ils repartent, ils sont neufs. Donc, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas de règle, en fait. On peut tout imaginer, on peut tout faire quasiment avec les crânes. Moi, je ne les utilise pas comme des boules de cristal. Je ne leur pose pas de questions. Je leur demande très peu de choses, d'ailleurs. Mais voilà, après, c'est important d'être dans le respect de soi et aussi de l'objet qui est avec nous, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une vraie conscience. Alors, je ne sais pas si c'est la mienne qui est à l'intérieur du crâne, ou est-ce que c'est une conscience extérieure qui vient à l'intérieur, ou je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai une vraie connexion avec mes crânes. Donc, et je pense que ça doit se peaufiner un petit peu. Il y en a qui font qui font que des cérémonies avec, il y en a qui méditent beaucoup. Hein, ça, c'est forcément une possibilité, parce que le cristal de roche, le quartz, va amplifier tout ça. Donc, ça va amplifier avec vos énergies, avec quoi vous arrivez, avec qui vous êtes. Et donc, il faut faire attention aussi. Moi, pendant mes conférences, souvent, je montre des photos de l'aura qui ont été faites de moi sans crâne et de moi avec des crânes. Et à chaque fois, mon aura change en fonction du crâne que j'ai sur moi. Donc, c'est important de ne pas faire n'importe quoi et de rester vraiment connecté à soi et au cœur. Alors c'est vrai, on a une remarque de Rick dans les commentaires qui nous dit justement: un quartz programmé pourrait donner le même résultat. Alors pourquoi, finalement, quelle est l'importance justement et la différence entre un quartz classique et un crâne en quartz? Justement, par exemple. L'onde de forme. D'accord. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est parce que c'est une forme de crâne. Une année, j'étais avec Drunvalo Melchizedek aux États-Unis, qui a écrit le bouquin sur la fleur de vie et plein de choses. Et je discutais avec Drunvalo et on parlait des crânes.
et il me disait, tu sais, pendant des années, les gens, ils ont travaillé avec du quartz normal, poli, biterminé, enfin en pointe, etc. Et il me dit, tu vas voir que de plus en plus de gens maintenant vont travailler avec les crânes de cristal. Parce que pour lui, les crânes de cristal, c'était énergétiquement un niveau supérieur et parce qu'il y avait une conscience qu'il n'y a pas forcément dans un quartz brut ou poli. Et il me disait, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de crânes contemporains qui font leur apparition. Et ça, je vous parle de ça, c'était en 2011. Donc il y a plus de 10 ans. Et il me disait, tu vas voir qu'il va y avoir de plus en plus des crânes contemporains parce que les gens et la planète montent de niveau et qui vont avoir besoin d'autres outils pour travailler. Il y en a toujours qui vont continuer à travailler avec des cristaux classiques parce que c'est leur chemin, parce que c'est leur évolution, parce que c'est leur sensibilité. D'autres vont avoir besoin de travailler avec des crânes parce qu'il y a quelque chose de différent que d'un cristal classique. Voilà. Et il n'avait pas tort, Andrew de Valo, quand je discutais avec lui, et c'est vrai. Et quand on discutait aussi des Indiens Hopis, parce que j'allais après voir les Indiens Hopis. Et il me disait, les Indiens Hopis, ils connaissent bien les crânes de cristal, et un vrai respect pour les crânes de cristal, et ils n'ont pas la même, je ne veux pas dire le mot vénération, mais c'est pas ça que je veux dire. Ils n'ont pas le même intérêt pour un cristal classique que si c'est un crâne. Un crâne. Parce que pour les Indiens Hopis, c'est des anciens qui viennent à l'intérieur des crânes. Et donc, ils vénèrent les crânes. Enfin, ils adorent beaucoup les crânes, ils aiment beaucoup ça parce que il y a ce respect de l'ancien, que nous, on a perdu en Occident et en Europe. Mais pour eux, c'est quelque chose de très, très important. Donc voilà, c'est vraiment une énergie qui est différente des cristaux classiques. C'est pas la même chose. Même si dans des classiques, il y a des cristaux, des choses comme ça n'enlève rien à l'énergie de ces objets, bien évidemment. Il n'y a pas mieux ou moins bien. Catherine te félicite d'ailleurs pour le crâne que tu nous as montré. Elle nous dit belle pièce, Patrick, pleine d'intrigues. Oui, c'est vrai. C'est sûr que c'est. Est-ce que justement, il t'a donné déjà des nouvelles, ce crâne que tu nous as montré en lien avec ces dessins, qui t'expliquent un peu ce que c'est ou pas? Alors, les dessins, j'ai essayé de les comprendre parce que j'ai plusieurs pièces, donc j'ai essayé, et puis j'en connais beaucoup de ces pièces. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un peuple venu effectivement des étoiles qui ne pouvait pas respirer sur Terre, d'où les personnages toujours avec des casques. Et par le biais de la génétique, ils ont créé une race d'humanoïdes, je ne sais pas comment les appeler, qui arrivaient à vivre sur Terre, et ça passait par des bébés. Et ils montrent bien souvent, lui là aussi, je vais vous le remontrer parce que maintenant que je vous le raconte, ce personnage ici qui a un casque, on le voit bien. Oui, on le voit, oui. Et il a le bébé dans les bras. Ouais, tout à fait. Il a un bébé ici. Et le bébé, il n'a pas de casque. C'est un bébé, un personnage avec le crâne allongé, avec des gros yeux. Il y a la symbolique d'une étoile juste ici. Hop, là. Hop, pardon. Qui est juste là. Et en fait, il montre le bébé au vaisseau qui est derrière, qui est là. Tiens, voilà. D'accord. Et voilà. Ça, c'est, comme s'il voulait dire au vaisseau, regardez, on a réussi à faire des enfants qui arrivent à respirer sur Terre. Et eux ne peuvent pas, ils ont toujours les casques. Il y a beaucoup de représentations de serpents, justement, ça c'est l'ADN avec la modification génétique, et de ces personnages avec des casques, et ces bébés qui n'ont pas de casque. Il y a quelques personnages aussi où on peut retrouver des enfants qui ont le crâne allongé, toujours avec qui vivent sur Terre, et ces crânes longs, on les a retrouvés sur toute la planète. Moi, je vais partout où il y a des crânes allongés, je vais aussi à leur recherche, et je travaille beaucoup là-dessus. Et ça corrobore tous les dessins qu'il y a sur ces pierres de Ruelos qui existent depuis ces sorties de terre. Ruelos, moi j'ai commencé à en entendre parler, ça devait être en 2019, non un peu avant, 2015-2016 par là. Okay. Alors que les crânes longs, moi je travaille dessus depuis 10 ans maintenant. Donc voilà, tout se rejoint, tout se regroupe en fait.
On a une autre question, enfin deux questions qui sont quasiment la même, justement de Dardor qui dit petit ou gros pour l'efficacité du soin. Eric qui dit un petit peu la même chose. Est-ce que la taille ou la grandeur du crâne, elle a une importance justement Oui. quand on veut faire des soins ou ce genre de choses? Est-ce que l'onde de forme du coup change par rapport à la taille du crâne? Donc je pense que c'est Alors, important, l'onde non? de forme, c'est toujours un crâne, c'est toujours la même. Ouais. Euh, En termes de soins, je suis pas persuadé que la taille ait une importance. Euh, je pense que c'est plus l'énergie du crâne en lui-même. Mhm. Après, si c'est pour, comme Sirius, mon crâne de cristal, emmagasiner de l'information, là, la taille joue parce que plus le cristal va être gros, plus il y a de la capacité de stockage d'informations, comme une clé Mhm. USB. Ouais. Euh, si c'est une petite capacité, tu ne vas pas mettre grand-chose. Si c'est une grosse capacité d'un disque dur, tu vas pouvoir en mettre plus. C'est à peu près la même chose pour les crânes de cristal. C'est sûr qu'un petit crâne comme celui-là va emmagasiner beaucoup moins d'informations que celui qui est gros comme ma tête. Voilà. Mhm. Parce que c'est juste la capacité de stockage qui est différente. Voilà. Ok. Je voulais juste montrer encore deux crânes, comme par exemple qu'on voit dans ton oracle, qui sont particuliers parce que ils ont des ajouts, on va dire, ils ont été customisés et Oui. je les trouve assez particuliers parce que est-ce qu'ils sont toujours comme ça ou c'est quelque chose de particulier on les habille, on va entre guillemets pour une cérémonie ou quelque chose ou Alors est-ce non, que ça c'est c'est une habituel? particularité des crânes qu'on peut retrouver au Tibet ou au Népal. Hmm. C'est des crânes qui viennent de là-bas. Et au Tibet ou au Népal, ils ont comment dire, cette coutume de décorer les crânes comme ça avec des pierres semi-précieuses. Celui du haut, c'est un crâne dont je suis le gardien, Apsara. Ah ben, disons que je Et les voilà, sors tous, hein. c'est vrai qu'ils sont un peu plus fragiles à déplacer, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tous ces petites émeraudes, ces petits rubis partout. Donc, c'est un peu plus compliqué voilà, celui-là est un peu compliqué à transporter parce qu'il a toutes ces petites pierres précieuses, semi-précieuses, que sont les rubis et les émeraudes. Donc, c'est un peu plus compliqué, ouais. Mais Hmm. c'est des pièces incroyables. Incroyables. Ça, c'est vraiment les caractéristiques des crânes qu'on retrouve au Népal ou au Tibet qui ont été sortis de temples, de tombes, de choses comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on peut retrouver dans ton oracle. Je rappelle l'oracle des crânes de cristal, donc aux éditions Exergue, Ouais. qui justement permet d'avoir ces 52 cartes, hein, comme je vous ai montré, un petit peu format carré. Je parlais justement aussi du dos de la carte qui est magnifique tout à l'heure parce que ça fait Les penser étoiles, justement que ces crânes viennent des étoiles, quoi. Quelque part, on est dans cette c'est voulu. connexion. C'est vraiment chouette. Et Ouais. puis ce petit livret, justement, qui explique aussi 4 cartes par carte avec un petit message aussi à chaque fois en rouge, là on le voit spirituel qui va nous aider comme une sorte de guidance quelque part, C'est ça. Ouais. en plus de l'historique du crâne quoi finalement. Moi, quand l'oracle est sorti, la première chose que j'ai faite, la première année, chaque semaine, je tirais une carte et donc je gardais la carte avec moi sur la table de nuit ou dans un livre que je lisais comme marque-page, etc. Mais chaque semaine, voilà, comme il y a 52 cartes, toutes les semaines, je tirais une carte et j'avais l'énergie d'un crâne qui me suivait comme ça pendant toute la semaine. Et ben, ça fait une semaine un peu particulière avec des énergies différentes, avec des voilà, c'était assez agréable de pouvoir le faire Ben, comme ça sur toute l'année. je vais essayer parce que quand j'ai eu l'oracle, j'ai suivi tes recommandations de Ouais, pratique dans le petit livret, savoir comment on l'utilise, et j'ai tiré une carte. Donc je me suis connectée, voilà, j'ai essayé de chercher qu'est-ce qui me parlait, et j'ai tiré Sam en fait. ouais. Sam, et en fait, avant d'aller lire, comme tu disais, donc avant de lire ce qu'il y a dans le livret, j'ai fait comme tu expliquais en début du petit magazine, du petit livre là, de se connecter à la carte, d'essayer de voir qu'est-ce que le crâne transmet, etc. Et moi, j'arrêtais pas de voir. Alors, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais, des façades en rénovation, avec les échafaudages, les Ouais. immeubles qu'on est en train de refaire, etc. Et puis ça m'a fait sourire quand, après, au bout d'un moment, je fais bon, c'est bon, allez, c'est genre, c'est n'importe quoi, tu vois. Et je suis Ouais. allée voir après justement ce qui était marqué par rapport à ça. Donc,
Sam, donc c'est un crâne en cristal de roche qui fait 5,44 kg, qui a été découverte, on ne sait pas trop quand, sculpté au Brésil, si j'ai bien compris. Et alors la petite phrase qui était là, c'était je vous invite à être plus conscient, devenez qui vous êtes vraiment en élargissant votre conscience par la transformation de vos structures de croyances, remplacez-les par les connaissances et la compréhension. Donc, on disait justement d'être dans cette rénovation de façade, quoi, quelque part. Sauf que là, le texte est beaucoup plus spirituel, bien sûr, dans le livret. Et moi, j'avais la vision moderne des immeubles en travaux, quoi. Donc, comme quoi, la connexion était bonne, mais avec une vision, enfin, une temporalité différente dans la compréhension du message. Mais j'ai bien aimé, en fait, cette comparaison. Donc, je vais essayer de la garder sur moi toute la semaine, comme tu disais. Je verrai ce qui se passe. Ça peut être intéressant à faire aussi comme exercice. Alors, le jeu très intéressant. Oui, Catherine, elle nous dit un jeu très original et intéressant. Et puis, justement, comme dit, quand il y a 52 cartes, ça peut être bien d'être accompagné aussi. C'est peut-être une première étape aussi pour voir si on est connecté aux énergies du crâne ou comment ça marche avant, finalement, de tomber sur un vrai crâne. Parce que je pense que on n'a pas parlé des prix, mais je pense que comme tu disais, là, on proposait déjà 10 000 € pour le lot de crâne que tu devais acheter, qui ne s'est pas fait. C'est pas toujours donné finalement non plus quand on veut acheter un crâne de cristal, quoi. Alors, quand on est sur des petits crânes comme je vous ai montré là, ou un petit crâne comme ça en quartz rose, c'est pas très cher, ça coûte pas grand chose. 20-30 €, on peut avoir des petits crânes comme ça qui commencent à être bien. Et c'est encore une fois, c'est pas parce que c'est petit que c'est moins bien. Moi, j'aime bien, j'en ai un peu que j'ai toujours avec moi dans les poches, etc. Enfin, donc qui me suit aussi partout. Mais et voilà, c'est pas forcément la taille. Après, plus ça va être gros, forcément, plus ça va être cher parce que pour faire un crâne en cristal, il faut 3 fois le volume du crâne qu'on va faire. Donc déjà, il y a une grosse perte au niveau de la matière première, donc ça coûte cher. Et ensuite, plus le crâne va être gros, plus il va y avoir besoin de meules de diamant pour réaliser le crâne. Et le diamant, ça coûte cher. Même si c'est de la poussière de diamant et de la poudre de diamant, ça coûte cher. Et donc voilà, donc plus la pièce va être grosse, plus ça va être long à polir, et plus il va falloir de meules de diamant. Et donc, ça va augmenter le prix. Après, les prix, il y a tous les prix possibles et imaginables. Il faut être dans le respect de soi, de ses moyens, et voilà, c'est pas. Et encore une fois, moi, tous les crânes qui sont arrivés à moi, même si c'était des crânes anciens ou contemporains comme Sirius, j'ai pu les acquérir à des sommes qui étaient accessibles par moi au moment où je les ai acquis. Voilà. Il y a Rick qui nous pose encore une question. Est-ce qu'il y a un crâne en particulier qui aurait été retrouvé en Égypte, dans ou près des pyramides? Est-ce qu'on pourrait retracer un lien avec l'Égypte? Alors, pas que je sache. Le crâne Oumama, moi, dont je suis devenu le gardien, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une connexion très forte avec l'Égypte. Est-ce qu'il y a été, est-ce qu'il est resté là-bas? J'en sais rien. C'est un crâne plutôt ancien parce qu'il a été très abîmé par le temps. Mais après, j'ai pas de connaissance de crâne en cristal découvert en Égypte, que ce soit dans les tombes ou dans la région des pyramides. Non. Ok. Alors Patrice, je sais que tu organises aussi, tu en as parlé tout à l'heure, des voyages initiatiques. Je ne sais pas s'il y en a un à venir, je crois au Mexique, tu disais prochainement. Pour 2024, tous les ans, j'organise 4 voyages par an. J'ai un long courrier chaque année. Donc, le long courrier, on part 15 jours. En 2024, effectivement, c'est le Mexique. On va faire tout un périple avec des chamans, avec l'énergie des crânes de cristal, bien évidemment, l'énergie des crânes allongés, beaucoup de cérémonies avec des choses magiques, incroyables. Donc, je ne peux pas parler parce qu'il y a des choses qui sont plutôt officieuses, pas officielles. Et voilà, donc ça, c'est pour le Mexique. Et on n'est pas obligé, donc on peut venir sans son crâne si on n'en a pas, quoi. Il n'y a aucune obligation. Moi, je pars du principe que les gens qui viennent dans mes voyages, c'est qu'ils doivent juste y être. Pour des raisons que la raison ignore, c'est qu'ils doivent être là. Voilà. Après, il n'y a aucune obligation de rien. J'aime les gens libres et j'impose rien à personne.
il n'y a pas besoin d'avoir un crâne en cristal. Voilà, c'est pas, il n'y a pas d'obligation. Mais on est obligé de partir 15 jours parce que c'est une C'est destination dense. qui est un peu plus lointaine et on bouge beaucoup sur la région. Et voilà, donc on arrive à Mexico et on fait tout un périple sur Mexico. On va à Tula, on va à Teotihuacan, on va voir la Vierge de Guadalupe, on va au musée d'anthropologie à Mexico, on va voir les grosses têtes Olmec à la Venta, enfin voilà, on va à Acapulco, on va partout. Enfin, on fait beaucoup de choses à Chichen Itza, à Uxmal. Voilà, vraiment beaucoup de Un lieux. gros circuit, oui. Ouais, un gros circuit. C'est Donc cool. voilà, il faut 15 jours pour le faire. Et donc ça, c'est le long courrier chaque année que je propose. Donc c'est le Mexique cette année. L'année prochaine, enfin en 2025, je travaille sur un voyage sur le Japon. J'aimerais aussi aller voir les sites mégalithiques là-bas au Japon qui sont juste incroyables. Et aller retourner au Pérou aussi. Je vais régulièrement au Pérou. Je vais régulièrement à l'île de Pâques également. Donc voilà, ça c'est des destinations que je fais sur les longs courriers. Et après, j'ai des voyages plus courts qui durent une semaine, moins loin. On va chaque année visiter la pyramide de Bosnie, qui est un lieu magique aussi là-bas, incroyable, où il y a des sphères de pierre géantes, où il y a des tunnels qui sont bourrés de ions négatifs. J'ai un voyage tous les ans que je fais depuis 18 ans ou 19 ans, c'est dans les crop circles en Angleterre. Et on va visiter tous les sites sacrés là-bas aussi en Angleterre. Et enfin, j'ai un voyage chaque année pour aller nager avec les dauphins, parce que j'adore cette énergie, et qui est connectée avec Sirius, et qui est aussi connectée, donc c'est le nom de mon crâne aussi, Sirius, donc voilà, il n'y a pas de hasard. Et voilà, donc je vais nager avec les dauphins une fois par an, d'où mon teint un petit peu bronzé encore. De retour de vacances. C'est des vacances tout le temps, finalement. Pas des vacances, encadrer un groupe, c'est un vrai boulot. Voilà, c'est pas forcément que des vacances, même si ça reste super agréable. Hein, Agréable. Je me plains pas d'aller nager avec les dauphins, c'est super agréable. Mais non, moi, ça reste un travail. Et parce qu'encadrer un groupe, encore une fois, c'est un vrai boulot. Et voilà, je j'aime pas les gens les lâcher comme ça dans la nature. Il faut vraiment encadrer un groupe. C'est un boulot. Et puis Mais je je me pense que régale tu as de partager tout ça avec tout le monde. tu as suffisamment de connaissances aussi à pouvoir partager et alimenter Oui, justement cet échange avec tout le monde. Donc, non, j'ai pas peur de ça non plus. non, c'est sûr. Si vous voulez justement en savoir plus sur ces voyages ou sur les crânes de cristal, etc., vous pouvez aller directement sur le site de Patrice Marty, Oui. www.savoirperdu.com. Vous allez retrouver toutes les Yes. informations, je pense. Et tu as Oui. aussi différents réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver. Donc, il y a Facebook, YouTube, tout ça, enfin, les réseaux Oui, classiques, on va dire. Patrice Marty sur Facebook, et oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site de Patrice qui est très riche, www.savoirperdu.com, avec beaucoup d'informations si vous voulez en savoir plus sur ça. Je sais est-ce que tu as des conférences aussi de prévues, justement, avec des thématiques Alors, je sur vais les faire des crânes ou conférences autres? pendant les salons là, que j'organise là, sur le mois de septembre. Je vais faire des conférences le 9 et le 10 septembre à Toulouse. Ensuite, je ferai des conférences le 16 et le 17 septembre, ça sera à Biarritz. Et enfin, je vais faire des conférences plutôt la fin septembre, ça sera du côté de Marseille, où je vais être là-bas pendant une dizaine de jours, et je vais pouvoir faire des conférences là-bas. Ça, c'est le programme sur le mois de septembre. J'aurai des conférences au mois de novembre sur Bordeaux et sur décembre à Montpellier. Voilà, c'est plutôt sud. Voilà. Ouais, Grand Sud. Oui. Et bien sûr, il y a les salons, on en a parlé justement aussi tout à l'heure, les salons bien-être, bio et thérapie qui sont là en ce moment, c'est plutôt Bordeaux, Biarritz, Toulouse qui sont entre août et septembre, si j'ai bien compris, Et différents Montpellier. salons. Et Montpellier aussi qui sont Ouais. dans ces eaux-là. Donc c'est à la fois des grands week-ends de 3 jours, donc avec beaucoup d'exposants, hein, parce que je crois que si je me souviens bien, Biarritz, il y a 120 exposants, je crois 120, bien, ouais, quelque chose comme 120 ça. Donc, exposants. Là, sur celui de Toulouse, la semaine prochaine, j'ai 195 exposants. Donc, ouais, donc c'est des grosses machines, c'est des gros salons. Ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, Et je l'ai sur fait Biarritz, 2 ans, Toulouse, j'en ai gardé un bon souvenir. ouais, ouais, c'est des gros, non, c'est des gros salons. Ouais, c'est agréable. Ah, on a perdu Patrick. En attendant, ce que je connais à vous dire, c'est que justement, par rapport à
à ces salons que l'on a, que Patrice propose, moi je serais ravie de vous rejoindre justement. Et si vous voulez me retrouver aussi, vous pouvez venir à Biarritz. Donc ça sera justement les 15, 16 et 17 septembre. Donc c'est bientôt, dans à peu près 15 jours, Ça 3 approche. semaines. Voilà. Voilà, ça y est, Patrice est revenu. Non, c'est coupé de nouveau. Ah, perdu Nathalie. Ah, ça y est. Oui, non, peut-être. Patrice, tu m'entends? Oui, ça y est, je t'ai retrouvé, je te revois et je t'entends. Ça y est, super, de retour. J'étais en train de dire justement que il y a le salon de Biarritz aussi qui a les 15, 16 et 17 septembre, où j'aurai le plaisir d'être justement aussi sur place pour présenter mon académie. Et donc voilà, n'hésitez pas à passer dans ces salons. C'est toujours un moment très convivial de découverte parce que justement, tous les exposants sont là pour vous proposer beaucoup de services, de faire découvrir pas mal de choses. Et on peut aussi avoir des conférences dans ces salons. Donc, c'est pas seulement des marchés. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus que ça puisque c'est vraiment une découverte. On peut essayer aussi. Il y a certains exposants qui font tester leurs produits ou services. Donc, c'est vraiment un moment convivial et un bon moment de détente. On peut aller en famille aussi dans ces salons. Les enfants sont les bienvenus aussi. Donc, si vous avez envie de passer un bon week-end, c'est l'occasion. Surtout sur celui de Biarritz, en plus, là, on a mis en place des ateliers créatifs pour les enfants. Où ils vont pouvoir repartir en faisant des mobiles, en faisant plein d'objets avec une artiste. Et voilà, que ce soit pour les petits ou les grands d'ailleurs, les deux seront les bienvenus. Et aux côtés de Nathalie, sur le salon de Biarritz, on aura Luc Baudin qui sera là. On aura aussi Lydie Castel, la numérologue. On aura Gilles Lartigot, le nutritionniste. On a aussi un chaman japonais qui s'appelle Kazogawa, qui est incroyable. Enfin voilà, plein de belles choses aux côtés de Nathalie qui sera aussi présente sur ce salon. Et voilà, pour moi, c'est important. Tous les soirs, on fait un concert avec de zen, bien évidemment. Mais voilà, moi, je me régale d'organiser ces événements. Ouais. Et tu auras le temps, parmi toute cette organisation, de nous faire des conférences aussi, j'imagine, dans ces salons. Ouais, c'est prévu, oui, c'est prévu pour moi, les salons, que je puisse m'éclipser une petite heure comme ça pour faire des conférences. Ouais. Parfait. Donc n'oubliez pas, si vous voulez retrouver Patrice Marty, n'hésitez pas à aller sur son site www.savoirperdu.com ou si c'était par rapport justement au crâne des cristals, tu dis qu'il y avait un site particulier. Il y a deux choses. Il y a le site qui s'appelle moncrânedecristal.com et ça c'est le site internet, et il y a un groupe Facebook aussi, Mon Crâne de Cristal sur Facebook. Vous pouvez retrouver et voilà. Et donc il y a plein d'informations aussi sur les crânes, sur le. Super. Super, merci. Alors oui, en plus, on a des remerciements, Nadar, qui nous dit justement merci pour cette belle émission, c'était très intéressant. Je vais me coucher avec plein d'informations sur les crânes. Merci à Patrice. Bonne soirée. Oui, c'est bien maintenant parce que ça va cogiter, ça va faire travailler en plus ces énergies des crânes. En tout cas, merci beaucoup, Patrice. J'étais ravie de te recevoir. Pour l'invitation et merci à vous tous et à très vite à Biarritz, Nathalie. À bientôt à Biarritz. Belle soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Bonne soirée, à bientôt. Was